il n'y a plus de glace. J'ai également fait dater un autre petit ourson qui a été retrouvé, lui, complètement dispersé. Lui, il est daté à 5600 ans. Donc, je peux dire qu'entre 5600 ans et 3600, la glace a fini totalement de fondre dans la grotte. Donc, il y a plus de 10 000 ans, il y avait encore 8 mètres de glace. Et entre 5600 et 3600, il n'y avait plus de glace. Donc, deuxième découverte sur ce site. Troisième découverte, c'est qu'avec les dents de ces animaux, on peut déterminer l'âge de ces animaux quand ils sont morts. On peut le faire donc en étudiant les dents qui se renouvellent, avec les dents de lait remplacées par les dents définitives. Et ceci permet de dire, puisqu'on sait à quel moment ces dents sont remplacées, au cours de la vie d'un bouquetin ou pour un chamois, que ces animaux sont tombés dans la grotte pendant l'été ou au tout début de l'automne. Pour les bouquetins, mais j'arrive à faire la même chose pour le chamois. Donc ces animaux sont tombés dans la grotte pendant la bonne saison. J'ai même pu vérifier cela avec une méthode qui s'appelle la squelettochronologie, où on prend une dent, on la découpe pour la faire une petite lamelle que l'on colle sur une lame de verre et que l'on étudie au microscope. Et en étudiant donc la zone qui se trouve au niveau de la racine, on voit des bandes claires et des bandes sombres. Les bandes claires et les bandes sombres se forment pendant la vie de l'animal. Une bande claire plus une bande sombre, ça fait 1 an. On compte le nombre de couples de bandes, on a l'âge de l'animal, et on regarde la dernière qui se forme. Si c'est une bande claire, l'animal est mort pendant l'été. Si c'est une bande sombre, il est mort pendant l'hiver. Et là aussi, j'ai trouvé que le bouquetin est mort, ou le chamois sont morts aussi pendant la bonne saison. Ce qui me semble tout à fait logique, puisque je vous ai dit que la vire qui permet d'accéder à l'entrée de la grotte est très étroite, et que pendant l'hiver, actuellement, elle est tapissée de neige et donc inaccessible. Donc les bouquetins ne pouvaient pas aller lécher le sel dans cette grotte pendant l'hiver, ils ne pouvaient y aller que pendant l'été. Et ces méthodes-là ont permis de montrer que mon hypothèse était bonne, puisqu'on n'a que des animaux tombés dans la grotte pendant l'été. Et pour finir sur ces 2 sites naturels, découverte paléontologique que je viens de vous présenter, oui, mais aussi pour moi, découverte de la spéléologie en utilisant les cordes. Puisque depuis, ça m'arrive assez régulièrement. Troisième exemple et dernier exemple local, correspondant donc aux chasseurs de marmottes du Tardi glaciaire, donc entre 14 000 et 10 000 ans, dans le Vercors. Donc là, vous avez les principaux sites fouillés depuis le début du XXe siècle jusqu'à le dernier site, c'est 1990, qui ont livré une grande quantité d'ossements de marmottes. Or, ces sites ont été fouillés principalement par Hippolyte Müller, qui est ici sur la photo, et qui a publié dès 1920-1924 un article parlant de chasseurs de marmottes dans le Vercors. Donc pour lui, il y avait chasse à la marmotte, et c'était une chasse spécialisée. Quand je suis arrivé dans la région, quand on m'a parlé de ça, j'ai été très sceptique. Je me suis dit, 1920, il fouillait à la pelle et à la pioche, on le devine ici, et les petits ossements de marmotte qui permettent de dire qu'ils ont chassé la marmotte, et surtout qu'il disait qu'ils avaient chassé la marmotte pour la viande et pour la fourrure. Et il argumentait le fait que c'était pour la fourrure parce qu'il manquait les bouts des os des pattes et les vertèbres de la queue, qui étaient partis avec les fourrures. Parce que quand on va enlever la peau sur un petit animal, on va enlever la peau et on va laisser les mains, les pieds dans la peau, et les vertèbres de la queue. Et donc j'ai dit, mais s'il fouillait à la pelle et à la pioche, ces tout petits os, il ne les a pas vus, ils sont dans les déblais. Et finalement, les fouilles récentes ont montré qu'il avait raison. En plus, par ailleurs, quand on étudie les outils en silex, quand les collègues préhistoriens étudient les outils en silex, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs cultures préhistoriques qui sont présentes sur ce plateau du Vercors. Il y a les Magdaléniens qui sont les plus anciens. Ils sont contemporains de... Bon, les Magdaléniens, c'est la même culture préhistorique que les peintres de la grotte de Lascaux. Et là, on est autour de 14 000 ans. Et ensuite, les Laboriens et les Asiliens, on est entre 12 000 et 10 000 ans. Donc, dans 3 groupes culturels, et tout est mélangé parce que le sédiment est très peu épais. Et avec les phénomènes de gel, dégel, tout est mélangé. Donc, on n'arrive pas à avoir de couches où on peut individualiser l'occupation liée aux Magdaléniens et l'occupation liée aux Asiliens ou aux Laboriens. Donc, mais les préhistoriens savent, grâce à ces outils, identifier ces différentes cultures. Donc les marmottes dans ces différents sites c'est l'animal le plus abondant, c'est l'espèce qui a livré le plus grand nombre de restes, et notamment dans la grotte Colomb,
vous voyez que le nombre d'ossements il est de 4000 et quelques au total, et que la marmotte, si je ne prends que la mandibule, il y a 600 mandibules qui ont été retrouvées. 1200 mandibules qui ont été retrouvées, qui correspondent donc, avec les droites et les gauches, ça fait 600 marmottes. Ce qui fait donc un très très grand nombre de marmottes. Donc ces marmottes, quand on regarde maintenant avec une approche moderne la taphonomie, on s'aperçoit donc qu'il manque effectivement les vertèbres et les côtes de ces animaux, mais c'est lié à un problème de conservation. Ces os sont plus fragiles, donc se conservent moins bien. Il manque les bouts des pattes, pardon, ça c'est la même chose, c'est un problème de conservation. Et ensuite, il manque les bouts des pattes et la queue, et ça c'est probablement ce qui a été emporté avec les fourrures, puisque ce sont des ossements qui, eux, se conservent bien normalement, contrairement aux vertèbres et aux côtes. Donc ça serait lié aux activités humaines. Alors ces sites se trouvent dans des formations sédimentaires relativement meubles, parce qu'une marmotte, pour pouvoir passer l'hiver, il faut qu'elle puisse creuser son terrier à plus de 3 mètres de profondeur. Donc il lui faut des sédiments meubles, et ces sédiments meubles, ce sont les dépôts de pente, les moraines ou les molasses, c'est-à-dire des sables déposés au tertiaire, et qui sont très localisés sur le nord du Vercors, et c'est autour de ces formations-là qu'on a les sites chasseurs de marmottes, à une altitude de 900 mètres. On a une très très grande quantité de stries de boucherie sur ces os de marmotte, donc je me suis demandé pourquoi autant de stries de boucherie sur des os de marmotte. Quand on la fait cuire, on peut la manger avec les doigts, arracher la viande, désarticuler l'animal uniquement avec les mains quand c'est bien cuit, quel que soit le mode de cuisson. Donc aucun intérêt à avoir autant de stries de boucherie, sauf si on découpe la marmotte quand elle n'est pas cuite. Et je me suis rappelé, adolescent, que je faisais la même chose avec du lapin pour faire du pâté de lapin avec ma mère. Et là, je racle les ossements de façon importante. Et donc, c'est ce que les hommes ont dû faire. Et par conséquent, ils ont découpé des marmottes crues pour récupérer la viande en grande quantité. Ils ont mélangé à de la graisse pour la conserver et la consommer plus tard. Une technique qui a été utilisée encore très récemment par les chasseurs de Sibérie ou des chasseurs indiens d'Alaska ou des Rocheuses aux USA, qui chassent aussi d'autres espèces de marmottes et qui récupèrent la viande crue pour la mélanger en tout petits morceaux une fois qu'elle est sèche avec la graisse pour la consommer plus tard. Donc c'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Par conséquent, ils ont récupéré la viande de marmotte, ils ont récupéré les fourrures. Les questions qu'on s'est posées, c'est qui a chassé ces marmottes? Les Magdaléniens, les Asiliens, les Laboriens. On retrouve ces différents, des ossements de marmotte avec ces différents types de silex. Donc on ne sait pas qui a chassé la marmotte. On ne sait pas quand la marmotte a été chassée. Le plus avantageux pour avoir la viande de marmotte, c'est de chasser la marmotte juste avant l'hibernation, quand elle est bien grasse et quand elle a la plus belle fourrure. Et on a eu la chance d'utiliser une collection du docteur Couturier à Grenoble, qui a étudié les marmottes et qui a élevé des marmottes dans sa cave, et de temps en temps tué ces marmottes pour les étudier, en précisant la saison de mort de la marmotte. Et on a une collection de mandibules qui nous permet de savoir exactement quand les dents de lait sont remplacées par les dents définitives, et pour les animaux qui ont moins de 2 ans, à quelle vitesse apparaissent les facettes d'usure. Donc ces facettes d'usure, ce sont les taches orangées que l'on voit sur les pointes des dents. Et ceci nous a permis de préciser, pour les marmottes fossiles, à quelle saison les marmottes ont été chassées. Et vous voyez que à 70%, ces marmottes, à 100%, ces marmottes ont été chassées pendant la bonne saison. Pas quand elles étaient en pleine hibernation, elles sont au fond de terrier de 3 mètres, le sol est gelé. Et que pendant cette bonne saison, elles ont été chassées à 70% juste avant l'hibernation, à la fin de l'été au début, avant qu'elles rentrent en hibernation, quand elles sont bien grasses et qu'elles ont une belle fourrure. Donc les hypothèses sont vérifiées, et avec les datations carbone 14, on a pu savoir que ce sont, ça se voit très mal, les Magdaléniens qui ont chassé les marmottes, mais également les Asiliens qui ont chassé les marmottes, mais également les Laboriens qui ont chassé les marmottes. Et quand on regarde où se trouvent donc toutes les courbes que vous voyez en noir, qui sont les résultats des datations, elles sont situées tout le temps dans des phases qui sont ici sur le plan en blanc. Moi, sur ma photo, c'est en bleu. Et ce qui est la partie verticale qui est en blanc sur vos documents correspond
aux fluctuations climatiques qui vont vers le réchauffement. 14 000 ans, c'est la fin de la dernière glaciation. 10 000 ans, c'est le début du tempéré dans lequel on est actuellement, mais cette température ne s'est pas réchauffée régulièrement. Il y a eu des hauts, des bas avec des oscillations. Et donc ces oscillations, quand on est dans du bleu, c'est vers une période un peu plus fraîche, et quand on est dans du vert, c'est une période un peu plus tempérée. Le bleu correspond à des moments où la forêt était en dessous de 900 mètres, et le vert, c'est quand la forêt était au-dessus de 1000 mètres. Et vous vous rappelez donc les formations sédimentaires meubles, où on a les marmottes à 900 mètres, eh bien quand il faisait très froid, la forêt était en dessous, les marmottes pouvaient creuser leur terrier dans ces régions-là, et on a des colonies de marmottes avec de très très nombreux animaux qui ont été chassés. Et quand le climat se réchauffe, la forêt recouvre ces formations géologiques meubles, et les marmottes, elles, vont s'installer plus haut, mais le plus haut, on a le sol et le calcaire tout de suite dessous, et les surfaces avec des grandes zones, des zones profondes sur de grandes surfaces où elles peuvent creuser leur terrier sont très limitées. Donc les colonies de marmottes sont présentes, mais en petit nombre, peu d'individus. Donc il n'est pas rentable de chasser la marmotte. Par conséquent, la marmotte a été chassée à la fin de l'automne, quand elle était bien grasse, pour sa fourrure aussi, par les 3 groupes préhistoriques présents à la fin de la dernière glaciation, et uniquement pendant les épisodes les plus frais, quand la forêt était redescendue en dessous de 900 mètres, parce que les marmottes pouvaient établir des colonies avec beaucoup d'animaux. Et je dois finir avec ça c'était la conclusion, je passe, puisqu'on m'a dit de ne pas perdre trop de temps. Je peux simplement préciser que les outils qui ont été retrouvés sont des outils qui servaient essentiellement à préparer les peaux et à découper la viande, qu'on n'a pas de pointe de projectile, et probablement les marmottes ont été piégées, et ce sont les techniques de capture de marmottes qui sont utilisées en Sibérie, en Alaska ou au Canada, ou dans les Rocheuses pour des périodes subactuelles. Voilà pour les exemples régionaux, et je passe maintenant aux exemples à l'étranger, avec le site d'Oumetlel, avec des images qui sont très pâles. Donc voilà à quoi correspond le site d'Oumetlel qui se trouve dans le centre de la Syrie, entre Palmyre et Raqqa. Un site où j'ai travaillé pour étudier les ossements pendant 20 ans, et je n'ai pas pu y retourner à partir de 2011 suite aux problèmes qu'il y a eu donc, en Syrie, avec notamment les révoltes internes en Syrie, puis après l'occupation par l'État islamique. Donc sur le haut de la photo, ça correspond à ce que Lionel nous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire un tel, c'est-à-dire une colline artificielle qui résulte de l'activité humaine, par l'accumulation de sédiments d'origine humaine, avec les occupations byzantines et romaines. Et puis plus on va vers le bas de la photo, plus on va vers des périodes anciennes, et ce qui est sur le devant de la photo, où il y a d'ailleurs Marilyn sur la photo, donc ma femme, on ne connaît même pas. Tu es là. D'accord, elle travaille. Hein. Donc elle est en train de fouiller les niveaux qui sont datés du paléolithique moyen, donc on est là sur ces niveaux-là, ils sont autour de 72 000 ans. C'était là où il y avait le fameux dromadaire avec le site intermédiaire, donc le paléolithique moyen, le paléolithique intermédiaire, paléolithique supérieur, néolithique, période historique. Plus on va vers le haut de la colline, plus c'est récent. Ça c'est Eric Boueda, donc le responsable de la fouille sur ce site en Syrie, qui est professeur de préhistoire à l'université de Nanterre à Paris, 10. Rapidement, donc, vous montrer qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été fouillés avec un très très grand nombre de couches archéologiques identifiées dans ce site-là, et je ne présente que les parties paléolithiques moyens. Donc ça c'est sur 8 mètres d'épaisseur, et on a plus d'une centaine de couches archéologiques au total. Il faut rajouter 8 mètres de plus pour avoir les périodes plus récentes que le paléolithique moyen, donc ce qui est plus jeune que 40 000 ans. Et c'est dans cette partie-là qu'il y a donc des niveaux archéologiques avec de l'os, et qui moi m'intéresse puisque je travaille sur l'os. Donc voilà ces différents sols décapés à différentes profondeurs avec la coupe que vous avez au centre. Donc certains niveaux sont très riches, d'autres le sont un peu moins. Ces niveaux correspondent toujours à la présence d'eau, puisque les hommes se sont installés dans le centre de la Syrie parce qu'il y avait des points d'eau permanents depuis 250 000 ans jusqu'à l'actuel. Et on peut le prouver parce qu'on retrouve les oogones de Caracé, ce sont des petits parties fructifères d'algues qui sont silicifiées, donc on retrouve fossilisées.
Il y a des petits gastéropodes d'eau douce sur la partie en droite qui vivent également dans les lacs. J'ai pas mis de photos également d'un petit animal qui correspond à un petit crustacé millimétrique que l'on a aussi retrouvé. Les pollens nous permettent de dire qu'on a un environnement stépique très sec autour du lac et que la conservation dans ces sédiments lacustres permet également de conserver certaines empreintes de feuilles ou certains morceaux de bois avec des charbons, des morceaux de branches ou des empreintes de feuilles. Les ossements sont extrêmement bien conservés. Donc vous retrouvez ici une séquence chronologique qui va en bas on est à 100 000 ans et en haut on se retrouve à 45 000 ans sur le document avec donc une faune qui est très nettement dominée par le dromadaire. Donc là aussi découverte pour moi parce qu'en me documentant avant de travailler sur ce site-là, je ne savais pas que j'allais trouver du dromadaire. Les autres sites qui étaient fouillés dans ces régions se trouvaient uniquement en Israël et au Liban. Site côtier, et il n'y a pas de dromadaire. Et ma surprise, c'était d'avoir, dans certains niveaux, 80 voire 100% de dromadaires chassés et consommés par ces hommes préhistoriques. Associés à de l'âne sauvage, des hémiones. Les hémiones, ce sont des animaux qui sont en haut, une sorte d'âne qui est tout à fait en haut. Des gazelles, des autruches, des oryx, donc des animaux d'environnement stépique sec. Des outils qui sont donc des éclats levallois triangulaires, principalement produits tout au long de la séquence. Un état de conservation de ces ossements qui est extrêmement bon, qui permet donc d'observer les stries de boucherie sur les ossements. Je ne reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure de ces différentes stries. Des impacts de percussion sur les os qui permettent de casser les os pour consommer la moelle, parce qu'ils ont systématiquement cassé les os de tous les animaux pour pouvoir manger la moelle. Étant donné qu'ils consomment dans un environnement stépique, ils ont très peu de plantes à leur disposition, pendant en tout cas une grande partie de l'année. Après la saison des pluies, il y a quelques plantes qui poussent, des céréales, qu'ils peuvent manger, même si on ne les a pas retrouvées dans le site. Et ensuite, une grande partie de l'année, c'est-à-dire plus de 8 mois, il n'y a que de la viande animale à consommer. Et pour équilibrer un régime alimentaire basé sur de la viande, on mange des muscles, donc des protéines, mais il faut manger du gras. Et donc on casse les os pour manger la moelle. Et ils l'ont fait systématiquement. Sur les 25 000 ossements que j'ai déterminés dans ce site, j'ai dû retrouver 2 os longs des pattes complets. Les autres sont tous cassés. Ça, c'est un outil qui a servi, un fragment d'os, un fragment de tibia qui a servi à réaffûter les tranchants des outils en silex. Donc la série de traces que vous voyez sur cet os, c'est à chaque fois qu'on tape sur le tranchant d'un silex pour enlever un petit éclat, pour le réaffûter, on a une petite trace et donc ces traces sont très localisées. C'est ce qu'on appelle un retouchoir. Donc ce type d'outil permet également de retrouver le geste des tailleurs préhistoriques. Je ne recommande pas ce que je vais présenter tout à l'heure. Donc c'est dans ce site-là que j'ai pu mettre en évidence le site de chasse à gauche et le site de boucherie à droite. Et je vous présente simplement de façon plus détaillée la pointe de flèche, pointe de lance, pardon, qui a été retrouvée donc, dans un niveau de 72 000 ans. Donc ça, c'est une des grandes découvertes concernant ce site, puisque des exemples comme ça, avec un fragment de silex encore coincé dans l'os, pour ces périodes très anciennes, qu'on appelle le paléolithique moyen, j'en connais que 3 exemples actuellement dans le monde. Et j'ai eu l'occasion donc pas de le découvrir, puisque c'est un étudiant qui était à côté de moi qui l'a découvert, mais de l'étudier. Et ça se trouvait donc dans une vertèbre cervicale, avec donc le tranchant ici, le sillon qui a été laissé par le tranchant du bord du silex en pénétrant l'os pour arriver jusqu'au niveau de la moelle épinière. Et on voit donc sur le dessin que ce fragment se trouvait donc au niveau de la moelle épinière, ce qui a provoqué la mort instantanée de l'animal. Autre découverte importante, c'est dans ces niveaux-là, l'utilisation de bitume. Donc dans ces régions de Syrie, on a du pétrole qui arrive naturellement en surface, qui va s'écouler ensuite sur le sol, se dégazer naturellement et former un bitume naturel. Ce bitume donc, est plus ou moins dur à température ambiante, même quand il fait 45 à l'ombre en Syrie. Et on peut donc l'utiliser, le manipuler sans en mettre plein les doigts, c'est la même chose que sur les routes.
Et en le chauffant, on peut en faire des boulettes que l'on met sur les objets en silex et qui vont servir de manchon pour un meilleur maintien de l'objet en silex. Donc là, vous avez sur la photo une pointe triangulaire du paléolithique moyen avec des taches noires sur l'objet au moment de la découverte, l'empreinte de cette pointe dans le sédiment lacustre avec des taches noires également qui sont les traces de bitume. Et en étudiant tout cela au microscope, la même pièce donc, sur le dessin avec les zones où on a du bitume dessus. Et on peut imaginer donc une boule comme ceci de bitume qui permettait donc de découper, de maintenir de façon plus efficace l'objet pour s'en servir pour découper de la viande. On a fait l'expérimentation, ça marche très très bien. Mais là aussi, j'ai découvert qu'en l'utilisant pour découper un mouton que l'on a mangé lors de la fête de fin de fouille, eh bien, la graisse du mouton sert de dissolvant pour le bitume de l'outil que je manipulais. Et donc très vite, j'ai été obligé d'arrêter parce que j'avais plein de bitume sur la main, j'en mettais sur la viande, et donc je ne voulais pas manger de la viande au bitume, donc j'ai arrêté. Mais ça permettait d'être plus fort, plus puissant pour pouvoir découper, désarticuler le mouton. Mais malheureusement, j'ai arrêté très vite et j'ai utilisé d'autres outils pour continuer sans le bitume. Donc là aussi, ça fait partie du travail, donc expérimentation également, en plus des fouilles, où l'on refait les gestes des hommes préhistoriques pour mieux comprendre le matériel qu'on étudie. Deux sites que je présente maintenant en Chine, un qui est dans le nord, donc Wulan-Moulon, en Mongolie intérieure, et Longbupo sur les premiers contreforts de l'Himalaya. Voici le site de Longbupo, avec donc une porte monumentale et un escalier de plus de 80 marches pour arriver au site. Quand on est en haut de l'escalier, vous avez la porte, et quand on passe la porte, elle fait 3 mètres de haut pour donner l'échelle. La porte est ouverte. Donc il y a un gros parti en bois qui reste fermé. 3 mètres de haut, ce n'est pas la hauteur de la partie en mur. Donc un site énorme qui a été tout muré, découvert dans les années 80 par les Chinois, fouillé jusque dans les années 1995 par un paléontologue chinois. Et c'est lorsqu'il a découvert un fragment de dent, de mandibule avec 2 dents dessus, qu'il a réalisé que son site paléontologique pouvait être aussi un site archéologique. Et donc il a commencé à regarder s'il y avait des outils en pierre dans le site. Il a trouvé 3 objets. Il a fait une publication avec des Canadiens qui ont fait une datation sur le site pour dire que c'était à 1,8 million d'années. Donc c'était le plus vieux site préhistorique en Chine. Je vous précise que les hommes sont sortis pour la première fois d'Afrique autour de 2 millions d'années, et trouver la présence de l'homme en Chine à 1,8 million d'années, c'était déjà exceptionnel. Sauf que par la suite, les archéologues occidentaux, américains ou européens, ont fortement critiqué cette découverte, et ils ont dit que ce n'était pas avec un fragment de mandibule mal étudié, plus 3 objets interprétés comme étant des outils taillés, très rudimentaires en plus, mais ils ne sont pas vraiment très caractéristiques, que l'on pouvait faire un site archéologique. Donc il a demandé à Eric Boueda, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a fouillé donc, le site en Syrie, d'aller sur place pour fouiller avec eux ce site et voir s'il y avait d'autres outils dans le site. Et c'est comme cela, donc vous avez Eric Boueda, le professeur Wang Wu, qui est donc celui qui a fouillé le site et découvert le morceau de mandibule, la professeure Yamé, qui a travaillé avec nous également, donc collaboration entre la France et la Chine. Et ils m'ont demandé d'aller fouiller avec eux dans ce site, donc avec une stratigraphie que vous voyez ici entre 1 million d'années et 2,3 millions d'années. Le niveau qui m'intéresse, moi, se trouve au niveau de la flèche rouge. Et c'est là qu'il y a des ossements qui sont retrouvés en grande quantité, associés à des outils en pierre, qu'Eric Boueda a pu reconnaître cette fois-ci, parce que le paléontologue chinois, il est très très bon pour l'os, pour les dents surtout, pour l'os moins, parce que c'est pas son truc. Mais pour les outils, il ne connaissait pas, parce qu'il n'est pas formé pour ça. Donc nous, on a fouillé ce niveau-là, et en fouillant ce niveau-là, donc avec les outils, on a refait une datation, on n'est pas à 1,8 million d'années, mais on est à 2,4 millions d'années. Donc ça vieillit encore plus l'arrivée de l'homme en Chine. Et l'homme a dû certainement sortir hors d'Afrique la toute première fois avant les 2 millions d'années, correspondant à l'hypothèse que l'on proposait jusqu'à présent.
Il a dû sortir entre 2,5 et 2 millions d'années. Les espèces que j'ai identifiées dans cette couche, donc, ce sont essentiellement des grands bovinés, donc là, l'équivalent de l'auroch, ancêtre du bœuf domestique, deux espèces de cervidés, un cerf comme celui qu'on a chez nous, plus une autre espèce qui n'existe pas chez nous et qui n'existe plus actuellement, le Metacervus, et puis une seule mandibule du miel tout à fait en bas. Les ossements, les parties du squelette présentes pour ces différents animaux, donc ce qui est en orange, c'est l'ancêtre, c'est le boviné, ce qui est en vert, ce sont les cervidés. Et pour ces deux espèces, donc je n'ai pas de côte, pas de vertèbres dans la couche. Je n'ai pas de phalange, donc pas de bout de patte. J'ai surtout des os longs des pattes. Et quand j'ai étudié cela pour savoir quelle était l'origine de ces ossements, ce ne sont pas des animaux qui sont tombés dans une grotte suite à un accident, à une chute accidentelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose qui a pu être déposé par une rivière. Le sédiment que je trouve autour, c'est une argile très fine. Et donc ça nécessite un milieu très calme pour le dépôt. Et les ossements sont trop lourds pour être déposés et transportés dans un environnement où il n'y a presque pas de courant. Donc ce n'est pas possible. Il n'y a pas de traces de carnivores sur les ossements, donc ils n'ont pas été amenés par des carnivores. Et au contraire, j'ai trouvé des stries de découpe laissées par leurs outils très rudimentaires sur les ossements, donc ils ont été découpés par l'homme. Et c'est l'homme qui, il y a 2,4 millions d'années, même si on est déjà sur des périodes très très anciennes, qui a découpé l'animal sur le site de chasse et qui n'a ramené dans le site que les parties les plus riches en viande. Déjà il y a 2,4 millions d'années. Oui. En plus de 2,4 millions d'années, c'est même pas, enfin, c'est pas l'homme, c'est même pas Homo erectus. C'est avant Homo erectus. C'est avant Homo erectus. Donc ça pose beaucoup de problèmes, parce que ça sous-entendrait que ce serait Homo habilis qui serait sorti d'Afrique et pas Homo erectus. Ouais. Et qui chasserait, qui découperait, et qui chasserait, qui découperait et qui ferait tout ça. Oui. Spécialisé. C'est impressionnant. Voilà, donc c'est une découverte importante. Avec des os cassés, les cassures que l'on a indiquent que ça a été cassé effectivement sur un os frais. Il n'y a pas de traces de carnivore autour des cassures. Donc c'est pas fait par les mâchoires d'un carnivore. Comme leurs outils sont très rudimentaires et qu'ils coupent mal, ils ont utilisé leurs outils comme la partie tranchante pour désarticuler les ossements. C'est pour cela que les os sont cassés au niveau des extrémités. Mais il n'y a pas de traces de carnivore autour. Et les outils donc, ressemblent à ça, c'est-à-dire des outils très très grossiers, très archaïques, qui sont taillés dans le calcaire local. Donc c'est pour cela qu'ils sont également très difficiles pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de les reconnaître en tant qu'outils. Mais aujourd'hui on a plusieurs centaines de ces outils, donc il n'y a plus de problème pour dire qu'on a effectivement affaire à un site archéologique avec occupation humaine. Je passe maintenant au site de Longoupo, de Vulan-Moulon, qui se trouve donc sur les bords d'une rivière qui s'appelle aussi Vulan-Moulon, dans une ville qui a été construite dans les années 1990, entièrement, donc vous voyez, qui peut recevoir plusieurs, je crois que c'est presque 1 million d'habitants, mais qui n'était occupé à l'époque, ça c'était en 2012-2013, quand j'y suis allé, qui n'était occupé qu'à 20 ou 30%, donc on a plein de buildings vides, avec des avenues immenses. Ça, c'est le musée dans lequel je travaillais, qui a la forme d'une météorite. Ça, c'est le site, la localisation du site au bord de la rivière. Le site, donc au bord de la rivière, avec donc, les coupes stratigraphiques fouillées par les Chinois, par Yamé, donc celle qui fouillait avec nous également sur le site de Longoupo. Les outils sont taillés dans les roches locales qui se trouvent sur les berges de la rivière, donc que l'on a ici, datés entre 40 000 et 60 000 ans. Donc là, on est dans des périodes bien plus récentes, paléolithique moyen, avec de nombreux niveaux archéologiques qui ont livré de nombreux outils en pierre comme ceci, avec de nombreux ossements. Et moi, j'ai bien sûr regardé que les nombreux ossements. Et là aussi, une nouvelle expérience, c'est que dans ces nombreux ossements, j'ai du rhinocéros laineux. C'est pas la première fois que j'ai trouvé du rhinocéros laineux, mais en général, c'était un os sur 1000 que je regardais en France. Et là, ça représente 60% des ossements. Donc ils ont
consommé beaucoup de rhinocéros laineux dans ce site, avec d'autres espèces comme du cheval,